Le hub de la conduite du changement digital de la SNCF Réseau nous a sollicité par rapport à une question: est-ce que la démarche appréciative peut nous aider dans l'accompagnement de nos transformations? Et c'est justement ce webinaire que nous avons eu le plaisir d'animer, que nous vous partageons pour vous faire découvrir les 5 réflexes des praticiens en démarche appréciative qui vont vous permettre de faire passer à un autre niveau d'engagement et d'énergie les transformations dans les organisations. Alors, je vous propose de passer à notre dernière séquence sur cette partie coopérée. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour cette dernière heure Bernard Tolec et Gilles Ovette, que moi j'ai en fait rencontré l'année dernière et j'ai eu la chance de participer à une conférence en présentiel avec Bernard Tolec et Gilles Ovette qui ont présenté en fait cette démarche appréciative. Et moi, je suis vraiment fan de cet état d'esprit. Et donc, je vous laisse découvrir cet état d'esprit avec Bernard et Gilles. C'est à vous. Merci Karen. Merci Karen et bonjour à vous toutes et tous. Karen nous a sollicité pour savoir si on était intéressé de vous présenter cette approche. Alors, on est toujours intéressé de présenter cette approche parce que cette approche, moi je l'ai découvert il y a plus de 12 ans de ça. Et je dois dire que si j'avais rencontré cette approche bien avant, ma vie aurait été très différente. Je suis un ancien DRH international de la société Philips et depuis maintenant 2009, je suis consultant et j'accompagne des transformations ou ce que vous appelez, vous, des changements. Donc, Gilles aura l'occasion de partager un tout petit peu plus tard son changement de posture lorsqu'il a découvert cette approche, l'accompagnement du changement avant et après pour lui. Alors, vous allez voir ce mot qui est un mot un mot en anglais. Donc, Karen m'a dit surtout pas trop de mots en anglais, ça sera le seul mot de la présentation. Nous avons voulu le garder ainsi parce que ce mot est un mot qui est difficilement traduisible. Et à chaque fois qu'on le traduit en français, on aura plutôt tendance à le faire changer de sa nature. Donc, on va traduire ce mot-là en disant démarche appréciative, pour que ça soit plus simple. Voilà. Et vous allez voir, c'est une démarche qui est assez inhabituelle et assez innovante du changement. En tout cas, de toutes les démarches que j'ai rencontrées depuis hier, j'ai 57 ans, donc j'ai un peu d'expérience sur le sujet. C'est l'une que j'ai vue avoir le plus d'impact à la fois sur ceux qui le mènent et puis aussi sur les clients que nous sommes amenés à accompagner. Donc, nous sommes 2 personnes aujourd'hui et ceux qui avons introduit on fait partie des gens qui sont des fers de lance de cette approche en France. Et nous avons notamment créé la société Appreciative Inquiry France, la démarche appréciative pour la France. Alors, en guise de présentation, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie pour vous donner déjà qu'est-ce que c'est que cette approche. Voilà. Cette histoire est une histoire donc une histoire vraiment vraie, qui date de quelques années et qui est une histoire de la société Procare, qui est une société américaine. Et cette société, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Midas, c'est-à-dire ce sont des points disséminés dans les États-Unis qui sont des endroits où des personnes comme vous et moi apportons leur véhicule pour faire de la vidange, etc., etc. Et le patron de Procare décide, comme il a un esprit extrêmement entrepreneurial, décide de diffuser, d'augmenter son chiffre d'affaires en rajoutant des services. Donc, c'est ce qu'il fait. Et lorsque l'on fait ça, la première chose, c'est qu'on veut savoir quel est le retour des clients. Est-ce que le client est satisfait de la prestation qu'on lui a proposée? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait faire une étude sur le taux de satisfaction de ses clients. Et voici ce qu'il a récupéré comme information. 75% de ses clients sont satisfaits et 25% de ses clients sont insatisfaits. Alors forcément, lorsqu'on est un patron ou lorsqu'on produit un service, l'idée c'est que le maximum de personnes, si c'est possible, 100%, c'est peut-être pas toujours possible, mais le maximum de personnes puissent être satisfaites des prestations. Donc, il s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à un consultant pour résoudre la situation. Alors, on pourrait dire quelqu'un comme vous, finalement, ou quelqu'un comme moi,
qui se trouve devant un irritant. Et l'irritant du patron, c'est les 25%. Il n'est absolument pas content sur le fait qu'il ait déployé tant d'énergie et tant d'argent pour finalement avoir aussi peu de résultats. Donc, la première chose, donc la question que je pourrais vous poser, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez été ce consultant? Pourriez-vous me mettre dans votre boîte de conversation quelques idées? Ça serait quoi votre première réflexion que vous pourriez proposer à ce patron pour l'aider à augmenter ses résultats? Alors, je vous laisse 2-3 secondes. Allez, 30 secondes. Voilà, alors je vois déjà, très bien. Contacter les 25% pour comprendre, ouais, absolument, c'est logique, absolument. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui peuvent, voilà. Comprendre pourquoi. Alors pourquoi quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ils ne sont pas contents? Ça c'est clair, absolument. Faire un sondage client, ouais, absolument. Bah oui, c'est les clients qui ne sont pas contents, donc on va faire un sondage pour savoir pourquoi ils ne le sont pas, hein, clairement. Donc effectivement, c'est ce que ce consultant a fait. Ce consultant a fait, je vais regarder, je vais me focaliser sur les 25% de personnes qui ne sont pas contentes de cette nouvelle prestation. Alors, Emmanuel, bravo Emmanuel, on va y venir, ça va être juste après. Comprendre aussi pour les 75% sont contents. Demander aux clients et à ses employés ce qu'ils attendent. Ouais, ok, super, merci beaucoup. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé de façon assez logique finalement. S'il dit, il y a un problème, qui n'est pas content? On va questionner les gens qui ne sont pas contents sur pourquoi ils ne sont pas contents. Logique. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça, il a ramené un certain nombre de choses et puis il a proposé un plan d'action. Et le plan d'action qu'il a proposé, c'est celui-ci. D'abord, il a affiché tous les résultats dans tous les agents, tous les dysfonctionnements, toutes les insatisfactions des clients, il les a affichés partout, dans un esprit de transparence, premièrement. Deuxièmement, il a proposé de former tous les agents pour savoir mieux vendre et accueillir. Et puis troisièmement, il a proposé de mettre en place un programme pour que les managers puissent savoir mieux manager les vendeurs. Donc, c'est dit, super, voilà les solutions aux problèmes qui m'ont été remontés. Résultat des courses, le patron, content de ce plan d'action, refait faire une étude de satisfaction de client et voici ce qu'il obtient. Les résultats sont pires qu'avant. Les résultats ont décru, sont passés de 75 à 60% et l'augmentation, il y a eu une augmentation d'incitation des clients. Donc vraiment là, il est complètement dépité, il a fait le boulot et c'est ce qu'il obtient, c'est pire qu'avant. Il faut savoir que cette société Procare est dans un endroit des États-Unis à Cleveland qui est connu pour deux choses, pour son hôpital qui est l'hôpital spécialiste de la chirurgie cardiaque, c'est le plus grand hôpital du monde sur ce sujet-là, et il y a un autre endroit, c'est l'université où a été inventée, où a été découvert, où a été mise en œuvre la démarche appréciative pour la première fois. Donc, le patron de Procare est ami avec quelqu'un qui travaille dans cette université et son ami lui dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas faire un exercice, ou en tout cas la démarche appréciative pourrait t'aider à résoudre ce problème. » Donc, il s'est dit, après tout, j'ai rien à perdre, allons-y. Donc, il fait appel à un consultant en démarche appréciative. Et là, ce que je vais vous montrer, ce sont les réflexes qu'un consultant a, un coach a, un agent de changement a, lorsqu'il est formé à la démarche appréciative. Donc, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est, vous avez parlé tout à l'heure de poser un cas, c'est essentiel, c'est quel est le sujet? Quel est le sujet à traiter? Et vous voyez, le premier réflexe que nous avons, c'est passer d'un problème à résoudre à créer une nouvelle expérience. Voilà. Pour nous, le changement, la transformation, notre définition, c'est de créer une nouvelle expérience relationnelle dans un écosystème, c'est-à-dire auprès de parties prenantes. Donc, ce que nous faisons, nous, c'est sur un sujet, se dire, on va faire le flip. C'est-à-dire, au lieu d'aller regarder ce que la personne ne veut plus, c'est-à-dire souvent c'est l'irritant, le rouge, ce qui manque, ce qui n'est pas assez efficace, etc., etc. Et on va creuser ça, le pourquoi. Nous, on va, dans un premier temps, écouter l'irritant, naturellement, mais poser des questions. Il y a tout un processus de questionnement, que là, je ne vais pas vous le faire parce que c'est un peu trop long, mais qui va aller chercher au-delà de l'irritant, derrière la frustration, finalement, qu'est-ce que les gens veulent profondément? Vous parliez tout à l'heure de faire adhérer. En ce qui me concerne, moi, le mot « faire adhérer » ne me parle pas. C'est plutôt comment est-ce que… Et vous avez utilisé un autre mot qui nous parle le plus, c'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer
un groupe dans une transformation, dans un changement? Ben, il faut d'abord que le sujet soit stimulant et ça soit le sujet de la personne et pas, et j'ai beaucoup aimé le film qui a été montré, et pas uniquement le sujet des techniciens ou du siège social qui imaginent une magnifique application pour. Non, c'est vraiment qu'est-ce qui stimule les gens sur le terrain. Et les gens vont naturellement montrer quels sont leurs irritants. Et une des questions, c'est qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Imaginez, rêvez un peu, qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Donc, c'est ce qui a été fait dans cette société et le questionnement a produit non pas le problème dont les gens voulaient s'éloigner, mais ceux qui voulaient profondément vivre. Et le sujet qui a été utilisé est celui-ci. Finalement, à Procare, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire vivre un moment inoubliable à l'ensemble de nos clients. Donc, c'est ça qu'ils voulaient faire vivre à l'ensemble de leurs clients. Donc, c'était le sujet, c'était plus diminuer ou augmenter de 25 ou d'augmenter de 60%, c'est nous voulons faire vivre un moment inoubliable à l'ensemble de nos clients. Et ça, c'est la première, je dirais, obsession que nous avons lorsque nous sommes amenés à faire un cadrage d'un projet, dans un projet de transformation avec nos clients, c'est de déterminer quel est le sujet qui non seulement va être un sujet stimulant pour le patron, mais pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, premier réflexe, on s'éloigne du problème et on va voir qu'est-ce qu'on veut vraiment créer comme nouvelle expérience. Premier réflexe. Deuxième réflexe, c'est qu'on va inclure toutes les personnes intéressées par l'expérience à créer. Donc, on dit vraiment toutes, pas uniquement effectivement les 25 personnes ou les 40 personnes, les 40% de personnes, mais les 100% de personnes, parce que tout le monde a quelque chose à dire. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, lorsqu'on est amené à faire des transformations, des changements, c'est de dire qui sont les gens que nous allons inclure pour pouvoir les embarquer dès le démarrage de l'opération. Ensuite, troisième réflexe, c'est changer les questions et changer le focus. Alors, j'ai vu, et on avait déjà discuté avec Karen, vous avez utilisé la démarche appréciative pour les gens qui peut-être ont participé à votre séquence mentorat. Je crois que vous avez fait quelque chose sur quelles ont été vos meilleures expériences de transformation. Les questions qui ont été utilisées, ça c'est une toute petite partie de l'appréciative. Ces questions-là, vous les avez déjà expérimentées. Et j'ai lu quelques feedbacks de personnes qui avaient participé à cette activité. Et les feedbacks que vous avez faits sont des feedbacks que nous avons, je dirais, quasiment tout le temps, des clients qui sont… c'est tellement intéressant de se poser la question pourquoi ça marche quand ça marche, premièrement. Mais finalement, on a plein de choses à se dire et tout est dans nos expériences et nos illustrations. Donc, nous allons changer le focus. Et non, on ne va pas aller sur le focus habituel qui serait d'aller questionner et analyser le problème, mais on va aller regarder le focus du questionnement, c'est-à-dire ce que les personnes veulent au fond développer. Donc là, on va les questionner leur meilleure expérience. Donc nous ne faisons pas d'analyse, nous faisons de l'investigation des expériences des gens. Donc c'est une approche qui est profondément, comment dirais-je, pratico-pratique. Et donc c'est ce qu'ont fait les personnes. Ils sont allés chercher dans les meilleures expériences de l'ensemble de leurs clients, des moments où ils ont vécu des moments inoubliables en tant que clients. Alors, si ces 40% de personnes qui étaient insatisfaites n'ont probablement pas parlé de Procare, on les a fait parler d'autres moments d'expérience où ils ont vécu cela chez d'autres prestataires pour aller regarder ce que ça veut dire pour les personnes que de vivre une expérience inoubliable. Voilà. Donc, on est allé chercher, enfin, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais mes collègues américains sont allés chercher des illustrations, des expériences avec des questions extrêmement simples qui peut être, par exemple, racontez-moi, et vous pouvez vous la poser d'ailleurs, racontez-moi un moment de votre vie où vous étiez client et vous avez eu le sentiment de vivre une expérience exceptionnelle avec un fournisseur, voilà, avec un prestataire. Autant de personnes auront différentes explications sur ce que ça veut dire pour eux une expérience réussie. Et ensuite, ce sont ces ingrédients clés-là que l'on va récupérer. Donc, le quatrième réflexe, c'est d'aller vraiment chercher les meilleures expériences et pas commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer. Les gens savent. Alors, vous me direz peut-être… oui, alors, cinquième réflexe, c'est vraiment d'aller chercher les ressources que nous appelons, nous, les ressources. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressource ? C'est ce que nous appelons les points verts. C'est ce qui existe, c'est ce qui existe, c'est ce qui donne vie et ce qui est efficace ici. Donc,
si je fais une petite animation, souvent, lorsqu'on est focalisé sur un problème à résoudre, souvent on est focalisé uniquement sur le rouge. Les plaintes, les dysfonctionnements, les écarts. Et on oublie souvent de prendre du recul et de se dire, mais ok, très bien, s'il y a une frustration ici, je ne vais pas les questionner à la frustration, je vais l'écouter. Mais quelle est l'aspiration que les gens ont par rapport à la frustration qu'ils ont? Deux choix, vous avez deux choix. Creuser la frustration et vous risquez d'avoir encore plus de frustration, en tout cas plus de raisons de continuer à plaindre, ou au contraire se dire, ok, j'entends la frustration, mais qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Quand vous avez quelque chose qui manque, qu'est-ce qui est disponible ici? Quand il y a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent, qu'est-ce qui marche ici? Donc, on est constamment à aller chercher et à faire ce qu'on appelle le switch, aller chercher et tourner constamment le rouge en vert, mais en prenant en compte que le rouge est existant. Donc, ce n'est pas une opération bisounours ou une opération où vous mettez vos lunettes roses. C'est vraiment aller regarder la totalité de la réalité, sauf que la totalité de la réalité ne se résume pas uniquement au rouge. Donc, c'est brièvement ce qu'ils ont fait dans cette société. Résultat des courses. Ils ont refait une étude et ils ont atteint 96% de satisfaction client. Bon, ils sont toujours restés avec 4% d'insatisfaits. Voilà. La différence entre l'analyse des causes racines des dysfonctionnements et la recherche dans l'expérience des personnes de ce que la direction de l'entreprise veut vraiment développer. Alors, vous allez me dire, on s'est dit d'ailleurs ça, finalement, et on a vu cette approche, on utilise cette approche exclusivement, cette approche dans toutes les organisations que nous sommes amenés à accompagner, dans les projets, etc. Mais on se dit, mais pourquoi finalement, ce n'est pas une telle évidence d'utiliser cette approche plus souvent, parce qu'elle mérite encore d'être utilisée. Et l'une des raisons est la suivante. Là, vous voyez sur l'écran, nous avons mis ces points rouges et ces points verts, et vous voyez qu'il y a beaucoup de points rouges, hein, et quelques points verts, mais ces points verts-là sont souvent cachés. Alors là, on a scénarisé finalement ce qu'une étude d'une université a montré de ce que l'on vit au quotidien. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de pensées que nous avons par jour. Est-ce que vous avez une idée? Mettez quelques éléments dans la boîte de conversation. Alors super, Antonin, on va venir pourquoi ça marche malheureusement comme ça. 30 000, 10 000. Alors, ce que dit, c'est beaucoup plus que ça. Ce que dit cette université, c'est qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Voilà. Annick, beaucoup trop, oui, je suis d'accord avec vous, de temps en temps, on a trop de pensées, c'est un peu fatigant. Donc, entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, ça c'était une première chose. Deuxième chose, 80% de ces pensées sont négatives. 80% de ces pensées sont négatives. Et une autre chose, c'est 95% de ces pensées sont répétitives. Du jour au lendemain, sans que nous le sachions, eh bien, ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit. Alors, pourquoi cela? Pourquoi on vit dans ce monde-là? Et alors, certaines personnes pourraient dire, en France, c'est pire qu'ailleurs. C'est peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais un peu partout dans le monde, on est quand même plutôt branché sur le négatif. Alors, pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, quelque chose que nous avons tous en commun dans l'être humain, c'est le biais négatif du cerveau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le biais négatif du cerveau. Le biais négatif du cerveau, c'est cette partie du cerveau qui nous permet d'être très vigilants au danger. Voilà. D'où ça vient? Quand nous étions entourés de prédateurs dans les temps immémoriaux, c'est ce cerveau-là qui permettait à l'être humain de se protéger de son environnement. Et ça, celui-là, on en a moins besoin, même si de temps en temps, on est encore entouré de prédateurs, peut-être dans certaines entreprises ou dans le monde, mais c'est un cerveau dont on n'a quasiment plus besoin aujourd'hui. Mais il est prégnant et c'est ça qui nous attire profondément vers le rouge. Deuxième élément, c'est la façon dont nous sommes élevés, notre éducation. Je ne sais pas si vous avez des enfants encore en âge scolaire, ou en tout cas, vous avez tous été comme moi en études. Quand vous ramenez un bulletin scolaire à vos parents, ou quand vous recevez un bulletin scolaire de vos enfants, qu'est-ce que vous allez regarder en premier? Le 18 en histoire ou le 4 en maths? Alors moi, avant, c'était le 4 en maths. Je regardais le 4 en maths et j'ignorais le reste. Je me focalisais sur le rouge, avec la meilleure intention du monde. Donc, la façon dont nous sommes élevés, c'est souvent « peut mieux faire »,« il manque ceci »,«
tu aurais pu faire, malgré le fait que les personnes ont déjà pas mal de résultats à leur actif. Donc, la façon dont nous sommes élevés et aussi la culture. La culture, et notamment la culture française, on est une culture extrêmement cartésienne, c'est ça, et qui finalement nous amène souvent droit vers le rouge. Je vous donne un exemple, et notamment dans la presse et à la télévision. Première vague de Covid, je regardais TF1, comme j'imagine beaucoup d'entre vous. Première vague de Covid, moi j'habitais Paris et je peux vous assurer que je n'étais pas très à l'aise de circuler dans les rues. Et donc je regardais malheureusement, et je vous invite à ne pas le faire, de regarder trop souvent les actualités, parce que les actualités fournissent à peu près 95% de nouvelles anxiogènes et négatives. Et ce soir-là, un médecin était sur le plateau de télévision de TF1 et le journaliste le questionnait. Et le questionnaire, c'est le rouge, constamment le rouge, etc. Puis à un moment, le médecin a dit, je voudrais vous arrêter un moment. Sachez simplement une seule chose, c'est qu'il y a à peu près 98,5% des malades qui rentrent à l'hôpital atteints de Covid et qui en ressortent vivants. Donc là, ce qu'il a fait, c'est coup de théâtre. C'est que bien sûr, il y avait une énorme proportion de rouge, mais la majorité des personnes survivaient de cette maladie. Malheureusement, ça ne remet pas en cause toutes les personnes qui sont décédées de cela, mais voilà, une des choses auxquelles on peut vraiment faire attention, c'est ce sur quoi on focalise son attention prend plus de réalité. Donc nous sommes dans un monde qui exacerbe le négatif. J'ai déjà dit qu'on prenait toute la réalité. Et qu'est-ce qui se passe quand on exacerbe le négatif? J'espère que ma petite animation va marcher. Eh bien, ça prend toute la réalité. Voilà. Vous êtes submergé. Plus rien n'est possible, etc., etc. Donc, cette approche appréciative, ça nous invite à transformer notre façon de transformer les choses, de regarder différemment la réalité. Et je vais vous donner 3 histoires, et il y aura une des histoires, ça va être Gilles qui va vous la narrer, qui est 3 histoires. L'une d'entre elles, par exemple, et on a repris la métaphore du point rouge, c'est le problème, le rouge irritant, et le point vert, c'est la fameuse ressource dont je parlais tout à l'heure. Des médecins de l'OMS sont dépêchés au Tchad pour analyser pourquoi il y a une telle mortalité infantile. Donc rouge, problème, mortalité infantile énorme. Donc, alors, cette démarche nécessite obligatoirement d'être optimiste ou simplement réaliste. Je reviens, merci, super question. Je reviendrai sur la question juste tout à l'heure. La première réponse que je pourrais donner, c'est plutôt curieux, mais on va y revenir. Donc, problème, les médecins auraient pu aller effectivement analyser et regarder pourquoi les enfants mouraient autant. Ce qu'ils ont fait différemment. Ils se sont dit, dans cette masse de rouge, où est-ce que le problème dysfonctionne moins que d'habitude? Donc, n'est pas inexistant, mais moins que d'habitude. Et ils sont allés regarder et ils ont vu qu'il y avait un lac, un grand lac au Tchad. Ils sont allés observer sur le terrain, vous parliez tout à l'heure d'aller observer sur le terrain, ils sont allés observer sur le terrain qu'est-ce qui se passait pour qu'il y ait moins de mortalité infantile que dans le reste du pays. Et ils ont commencé à regarder, ils ont vu des femmes et des hommes qui ressortaient quelque chose de vert du lac. Et ils ont regardé ce qu'ils en faisaient, ils faisaient de la cuisine avec, et puis ils nourrissaient les villages. Est-ce que vous savez ce que c'est que c'était ces algues? Je vous laisse 2-3 secondes pour... Qu'est-ce que c'était que ces algues que peut-être que vous avez déjà consommées et qui maintenant devient quelque chose assez trendy, assez tendance? Exactement, bravo Benoît, c'est de la spiruline. S'ils avaient analysé le problème, ils n'auraient jamais trouvé la spiruline. Ils ont été analysés ce qu'on appelle la déviance positive, c'est-à-dire où le problème est moins prégnant, et ils ont trouvé la spiruline. Première histoire. Deuxième histoire, c'est menace opportunité. Est-ce que vous connaissez cette entreprise qui a inventé quelque chose d'absolument extraordinaire, qui a révolutionné notre vie, et qui, ayant peur que ça aille éradiquer leur propre business, a caché le produit. Une autre entreprise l'a inventé aussi, l'a mis sur le marché et a éradiqué
l'entreprise initiale. Est-ce que vous avez une idée de cette entreprise? Vous l'avez? Ouais, bravo. Je ne sais pas si c'est Benoît qui répond aussi. Bravo, exactement, c'est Kodak. Kodak invente la photo digitale. Ils se disent, si on la met sur le marché, ça éradique notre, comment dirais-je, notre marché argentique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont caché. Et c'est Fuji qui l'a inventé. Et je crois que Kodak aujourd'hui existe encore, mais à un niveau extrêmement faible. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires qui montrent que quand on se focalise sur le rouge, on perd beaucoup d'opportunités. Si je vous dis par exemple le champagne, le Viagra, le post-it, c'était Nokia, ok, c'est Nokia du coup, le post-it ou la tarte tatin, initialement c'était des pois rouges, c'est-à-dire c'était des choses qui avaient été inventées et qui ne correspondaient pas à ce que les personnes pensaient être ce qu'ils voulaient inventer. Heureusement qu'ils ne l'ont pas acheté parce que le champagne c'était d'abord du vin blanc qui était tourné. La tarte tatin n'est pas tombée sur le bon côté. Les post-it, c'était normalement, de la colle ultra forte. Et puis le lendemain, les ingénieurs voient et la moitié des tests étaient tombés par terre, etc., etc. Donc, c'est à nous de décider sur quoi on veut focaliser son attention et donc de décider aussi des résultats qu'on veut obtenir. Alors, je vais inviter Gilles, donc mon associé, à partager une histoire. Et cette histoire est presque plus intéressante sur quelle est la posture qu'il avait précédemment et quelle est la posture qu'il a eue après, quels ont été les effets sur lui, et puis aussi qu'est-ce que ça a eu comme effet concret sur le client, parce que l'idée quand même d'une démarche, c'est que c'est efficace. Hein. À toi de jouer, Gilles. Ok, écoutez, bonjour, et puis merci de me laisser l'opportunité de raconter cette histoire où, bah oui, effectivement, comme le dit Bernard, j'ai transformé radicalement ma façon de mener des projets de transformation dans les organisations. C'était en 2013, en fait, ça fait déjà plus de 10 ans que je mène même 12 ans, 13 ans, 15 ans presque, ouais, j'ai un peu limité, presque 15 ans que je mène des projets d'évolution dans les systèmes d'information et que j'accompagne des équipes dans leur transformation avec un certain succès, ça fonctionne, y compris dans des contextes assez difficiles, hein, dans des contextes de structure. Et j'arrive auprès d'un client, c'est une direction des systèmes d'information d'un grand groupe hospitalier public parisien. Bon, je ne vais pas nommer exactement l'endroit, enfin vous voyez qu'il n'y en a pas 50. C'est une direction de taille moyenne, il y a 150 personnes, 170 je crois. Il y a 12 000 utilisateurs hein, sur le terrain, c'est essentiellement du personnel soignant. Et puis, je rencontre le directeur du système d'information. En fait, il est juste sur les rotules. Il passe son temps à gérer des tensions, que ce soit entre les personnes de son équipe, puis du coup avec la direction, puisque finalement, ça se passe assez mal et le service rendu n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Il y a des modes de fonctionnement en silo, des tensions au sein des équipes, des projets qui avancent, mais souvent dans la douleur, ou même des fois certains qui stagnent complètement. Et ça, malgré toute la bonne volonté des personnes qui sont sur place, hein, très clairement, mais ils n'arrivent pas à se comprendre, ils n'arrivent même plus à dialoguer, il y a beaucoup de conflits. Et au résultat, c'est des utilisateurs qui se plaignent. Et une direction des hôpitaux qui perd confiance et qui menace finalement de confier les activités du système d'information à une SS2I externe. Il y a eu des tentatives de mise en œuvre de processus agiles, voilà, mais ça ne porte pas ses fruits. Et on se retrouve un peu avec une équipe, pas un peu, même assez dégradée. Il y a un absentéisme même qui est 5 fois supérieur à la moyenne. La demande du DSI à ce moment-là, c'est qu'il y ait moins de tension et que les personnes recommencent à travailler ensemble. Pour lui, déjà, cette idée-là était déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Et avec mon expérience, je vais faire ce que je fais d'habitude. Je vais voir les personnes sur le terrain. Et je passe 3 jours avec à peu près une vingtaine d'encadrants et de chefs de projet à faire des entretiens. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe avec une grille de lecture et un questionnaire que j'ai élaboré qui permet de voir sur les aspects management, mode de projet, etc. etc. Et les personnes, en fait, au bout du compte, passent plus de temps à me raconter leurs problèmes. Et souvent, le problème, c'est l'autre. Le système, l'organisation ou le dirigeant qui ne comprend pas ce qu'eux, ils vivent. Hein, c'est souvent ce qui m'est retourné. Je sens bien qu'ils ne me disent pas tout sur ce qui se passe, très clairement. Voilà, donc j'ai beau creuser, j'ai l'impression de ne pas pouvoir toucher vraiment ce qui se passe. Et puis, quand je leur demande ce qu'ils souhaitent à la place de ça, souvent, ils me donnent juste une liste de problèmes à résoudre en plus, mais en tout cas, ils n'arrivent pas à se projeter, ou très rarement, sur un objectif qui soit éventuellement actionnable. Moi, au bout du compte, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je ressors de ces 3 jours, je suis épuisé, très clairement. Je me prends la tête pour trouver du sens avec toutes les informations que j'ai récoltées, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, et avec toute l'expérience que j'ai, je ne sais vraiment pas par quel bout commencer.
Je sens bien que c'est à moi de trouver des solutions, finalement, les aider à aller vers quelque chose qu'eux-mêmes, finalement, ont du mal à définir. Donc, c'est assez inconfortable. Pour tout vous dire, je me sens un peu impuissant, même un peu désespéré. J'appelle Bernard à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est à moi de pousser les personnes dans le changement. Et quoi que je fasse, ça sera probablement qu'un pansement sur une jambe de bois et j'ai vraiment pas envie de ça. Je me dis que si j'arrive à améliorer les choses, certes je vais y arriver, mais ça risque d'être long, douloureux, coûteux en énergie, en argent et surtout j'ai vraiment pas envie de le faire, quoi. Alors j'en suis à un point où je me dis vraiment je reviens, l'entreprise est à Paris, moi je suis à Bordeaux et dans le train je me dis est-ce que vraiment j'ai envie de continuer ce métier et je commence vraiment à mettre en question le fait que je continue. Alors, quitte à tout lâcher, du coup, je vais essayer au moins une dernière chose. Et ça fait 2-3 ans que j'échange avec Bernard sur la démarche appréciative. Donc, il avait déjà lancé ses formations à l'époque. Et puis, je lui demande de m'aider pour que ce client, finalement, que j'apprécie, puisse obtenir quand même des résultats. Mais en fait, ce n'est pas juste des résultats que je demande à Bernard. Je me souviens toujours, si je lui demande, moi, ce que je veux pour ce client, c'est des super résultats qui soient durables et sur un temps qui est court. Donc, je lui mets un peu de challenge et il me dit, OK, on y va. Et donc, il m'accompagne sur ça, il m'aide à organiser un accompagnement du dirigeant et ensuite une nouvelle écoute des personnes de la direction du système d'information. Et là où ça change, c'est que je commence par, donc je refais des entretiens de 20 minutes par téléphone, donc déjà beaucoup plus court que ce que je faisais avant. Et je leur demande de me raconter des expériences réussies. Alors au début, ça peut paraître un peu incongru vu l'état des lieux, mais je leur demande simplement de me raconter un moment marquant où ça avait bien fonctionné, ou un peu comme l'exemple de la spiruline, où ça avait peut-être fonctionné moins mal qu'aujourd'hui, et que ça avait donné des résultats dont ils étaient plutôt satisfaits, voire même dans certains cas un peu fiers. Ça, c'était ma question de base. Et là, c'est la surprise. C'est-à-dire que clairement, d'entrée de jeu, les langues se délient. Les personnes me racontent leurs histoires, et ils mettent plein de détails, ils commencent à comprendre qu'il y a plein d'ingrédients et surtout ils reconnectent à des moments où ça a fonctionné. Ils arrivent à voir les ingrédients qui font que ça fonctionne quand ça fonctionne. Et ils commencent du coup facilement à se projeter sur ce qu'ils veulent enfin pouvoir vivre et créer ensemble avec cette équipe. Donc ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, se projeter, là ils y arrivent très facilement. Et j'ai même beaucoup de personnes qui commencent à être enthousiastes, ils disent bah oui, en fait, on peut, très clairement. Il y a déjà des choses qui existent et qui font que ça peut fonctionner. Il y en a d'autres qui sont un peu plus réservés, hein. Ils disent bah, est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce qu'il n'y a que moi qui peut penser comme ça? Ou est-ce que finalement on peut tous partager ça? Mais en tout cas, ils ont tous envie d'y aller ensemble, en tout cas envie d'essayer. Moi, je suis surpris, le contraste est clairement saisissant par rapport à tout ce que j'avais fait jusqu'avant, dès les premiers entretiens. Voilà. Et à la fin des entretiens, je leur demande systématiquement ce qu'ils ont apprécié, puisque je suis vraiment dans la pratique appréciative que je commence à découvrir, voilà, ce qui les a le plus surpris. Et j'ai les réponses qui sont toujours les mêmes. Ils me disent, bah, c'est dingue, j'avais presque oublié cette histoire. C'est-à-dire que vraiment, ils ne voyaient plus que le rouge dans leur vie, dans leur quotidien. Et pourtant, c'est bien celle-là qui m'est revenue, et c'est vrai que ça se passait bien à ce moment-là. Ce que ça leur redonne, c'est de l'espoir. Et surtout, le fait qu'en connectant à ces bons moments et ces belles réussites, ils se disent, bah, finalement, on peut essayer d'avancer ensemble. Voilà. Et ils commencent à dire, je vois déjà mieux ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. Et ils ont déjà des pistes de solutions. Ça, c'est quelques jours d'entretien, enfin même pas des journées d'ailleurs, c'est des entretiens de 20 minutes. Donc c'est une vingtaine d'entretiens quand même, qui se font un téléphone et qui donnent à chaque fois le même résultat. À partir de ces entretiens, on a lancé un séminaire sur une journée. Voilà. Et leur sujet qui est sorti, alors ça leur parle pour eux, hein, bien entendu, le sujet qui est sorti, c'était une équipe hyper communicante, alors ils y tenaient à leur hyper, communicante, reconnue pour la qualité de ses résultats. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils avaient envie de vivre, en tout cas d'essayer de développer ensemble. Je vais passer les détails, mais le séminaire, en fait, il commence déjà par le fait qu'ils se racontent leurs meilleures histoires professionnelles et personnelles où ils vivaient déjà cette expérience. En d'autres termes, ils se racontent des histoires où ils vivent déjà dans une équipe qui est à la fois communicante et qui obtient des résultats dont ils sont fiers. Voilà, et qui sont reconnus pour ça. Et ça, ils les ont tous vécus dans différents domaines, que ce soit au niveau pro, perso, etc. Et ils construisent à partir des ingrédients qu'ils arrivent à réunir ensemble, une vision commune qui est vraiment stimulante de ce qu'ils veulent vivre. Donc, ils créent cette vision sur une journée. Donc, pour eux, c'est une journée ultra riche. Ils se surprennent par les résultats qu'ils obtiennent. Le matin, ils n'imaginaient même pas pouvoir parler ensemble, très clairement, puisqu'il y a quelqu'un qui le dit au bout de 15 minutes de séminaire. Et à la fin de la journée, ils se disent, mais non seulement on a discuté ensemble, mais on a largement dépassé cet objectif qui nous semblait déjà inatteignable. On les laisse comme ça avec le directeur des systèmes d'information pendant 1 mois, et on les retrouve pour une seconde journée, où l'intention, c'est de passer de cette vision qu'ils ont créée, puisqu'on en était resté là, à structurer une action pour pouvoir la concrétiser.
Et on commence la matinée par les écouter sur ce qui s'est passé finalement pendant ce mois-là. Et pendant 3 heures, ils nous racontent tous les endroits où ils ont trouvé des solutions sur des sujets qui étaient parfois source de conflits depuis plusieurs années. Ils nous racontent que les équipes se reparlent. Et je vois même 2 encadrants qui étaient clairement en conflit depuis des années, qui sont assis côte à côte en train de se parler. C'était déjà arrivé en fait sur la première journée. Et vous voyez, quand je vous le dis, ça me touche parce que c'était vraiment une tension très très forte. Et en fait, ils se redécouverts juste sous un angle, peut-être qu'ils n'imaginaient plus en tout cas. Mais en tout cas, là clairement, ils s'entendaient bien. Et je leur demande, OK, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la dernière fois où on s'est vu? Parce que pendant un mois, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. En fait, ils me disent 3 choses. Ils me disent, très clairement, à chaque fois qu'on a abordé un sujet, on s'est rappelé qu'on avait déjà des expériences, des réussites, des forces, des talents qui étaient disponibles pour trouver la solution par rapport à un sujet. On s'est écouté dans nos histoires. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un débat d'experts, ils ont écouté finalement les histoires de chacun par rapport au sujet qui les concernait. Donc, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus plaisant. Voilà, c'est ça les retours qu'ils me font. Et au bout du compte, l'ambiance a totalement changé. La suite de cette histoire, c'est qu'ils ont continué en autonomie. Je les ai accompagnés quelques fois à structurer leur groupe, les actions par thématique. Et une des actions, c'était d'aller écouter les utilisateurs, puisque finalement, l'enjeu, c'était quand même d'être reconnu par ces utilisateurs. Ils sont donc allés les interviewer sur les moments où la direction des systèmes d'information leur apportait le plus de valeur. Alors vous imaginez, alors que les utilisateurs se plaignaient, aller interviewer ces mêmes utilisateurs sur les meilleurs moments. Voilà, il fallait quand même qu'ils soient convaincus par la démarche, en tout cas déjà par ce qu'ils avaient vécu. Et bien, ils sont allés le faire. Et en revenant de ces interviews qu'ils sont allés faire auprès d'une grosse partie des utilisateurs, ils ont vraiment fait un gros échantillon, ils en sont arrivés à comprendre que leur mission commune, c'était de permettre à leurs utilisateurs d'être les plus disponibles possibles dans le travail pour le patient. Donc, ils se sont créés une image au niveau de la direction des systèmes d'information, une intention très très claire et partagée qui était de dire, voilà, notre boulot, c'est de faire en sorte que les outils informatiques, et il y en a beaucoup dans les hôpitaux, c'est à tous les niveaux, les machines, etc., fonctionnent du mieux possible pour que les personnes qui sont auprès des soignants soient disponibles pour soigner les personnes qui sont malades, en l'occurrence. Clairement, l'énergie dans l'ensemble de la direction des systèmes d'information, là, des 150 personnes, est montée clairement d'un cran. La mission a été partagée et les gens commençaient à retravailler profondément ensemble. Ce qu'ils ont intégré par la suite, et ça c'est dans la conduite de projet, c'est-à-dire qu'ils ont continué d'implémenter ça dans la conduite des projets qu'ils ont fait sur les nouveaux produits, les logiciels, la mise en œuvre du matériel, tout ce qui allait finalement dans la mise en œuvre de l'activité informatique dans les hôpitaux. Mais ils ont continué finalement d'intégrer les utilisateurs dès le début pour leur faire raconter finalement les expériences qu'ils vivaient et finalement qu'est-ce qu'ils voulaient voir se reproduire, voir se développer dans leur expérience d'utilisateur avec l'informatique dans leur travail de soignant. Voilà. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que finalement, après 15 ans, je remarque que ça faisait déjà 15 ans de consulting où je suis passé vraiment d'un monde d'accompagnement où tout était centré sur un diagnostic, un questionnement pour résoudre un problème, je suis passé à une mise en mouvement dès les premières questions que je posais et en prenant appui sur les forces existantes et les aspirations des personnes qui sont concernées, de toutes les personnes qui sont concernées par le projet de changement. Moi, depuis ce temps-là, en fait, avec Bernard, on travaille ensemble, en l'occurrence, ça c'est une première chose, et c'est surtout la base de toutes nos interventions. C'est vraiment focaliser ce qu'on a mis dernièrement, focaliser obsessionnellement sur les ressources qui donnent vie aux personnes et à leurs projets dans les organisations. Voilà, c'est la première question qu'on se pose quand on intervient, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne et comment on peut amplifier ça dans l'organisation. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais peut-être dépasser un petit peu le temps prévu, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur des éléments de la démarche. Merci Gilles. Karen, j'imagine qu'on peut accepter quelques questions, sachant qu'il y a déjà quelques questions qui sont mises dans le chat. Oui, tout à fait. On a le temps pour les questions, donc n'hésitez pas à poser des questions à Bernard et Gilles. Alors déjà, il y a une question qui était, faut-il être optimiste Alors attendez, il faut que je la retrouve. Ou réaliste, ou simplement réaliste. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'il n'y a pas de nécessité d'être optimiste. Parce que par contre, il y a une nécessité d'être réaliste. Et être réaliste, c'est quoi? Si je reprends cet élément-là, c'est d'être sûr qu'on est vraiment dans la réalité. Et la réalité, c'est le rouge, certes, mais c'est le tout et c'est aussi le vert. Souvent, les gens, quand vous allez chercher leurs ressources, ils disent non, mais attends, soit dans la réalité, voilà, le problème, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont trop focalisés et ils oublient de regarder le champ élargi.
Donc, c'est plus qu'à même être réaliste, c'est d'être curieux et surtout, c'est d'être convaincu, comme moi je le suis avec Gilles depuis maintenant 10 ans, qu'il y a forcément toujours quelque chose à trouver d'intéressant, de développable là où on est. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'organisation est morte, la personne est morte. On peut avoir des organisations extrêmement bousculées, des éléments très problématiques, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller tirer. Il est important d'être, moi j'aime beaucoup ça, il est important d'être conscient des deux. C'est-à-dire qu'on peut être focalisé sur ses forces et avoir des manques, et c'est OK d'avoir des manques pour le coup. Ça aussi, c'est important. La question, c'est que si on cherche juste à combler les manques, on va passer beaucoup de temps à essayer d'être peut-être sur des endroits où on a des faiblesses, plutôt que d'amplifier là où on a des choses à amener, vraiment des talents, des forces. Voilà. Donc c'est vraiment de connaître les deux et de savoir sur quel levier on décide d'agir. Alors Véronique, effectivement, qui dit qu'il y a des personnes autour d'elle qui sont devenues radicales pour regarder le bon, la joie, le bonheur, etc. Là, ça s'appelle de la dictature du positif. Et l'appréciatif, c'est tout sauf la tyrannie du positif. Donc ça, oui, effectivement. Rassure-moi, Bernard, des fois tu râles, ça t'arrive. Je suis pas toujours appréciatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est quand même reconnu comme étant des experts sur l'appréciatif en France, mais de temps en temps, je ne suis pas toujours appréciatif, mais j'ai peut-être une capacité peut-être plus rapide à revenir appréciatif. Hein. Parce que c'est vrai, moi j'étais dans l'industrie automobile avant, on est des super spécialistes pour aller regarder les dysfonctionnements, les analyser au quotidien. Donc là, j'ai fait ça pendant 15 ans et j'ai vu combien ça érodait ma motivation et combien ça fatiguait les gens autour de nous. Absolument. Ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'il s'agit d'une approche simple, pas de concept compliqué ici, absolument. Alors c'est une approche à la fois simple et de temps en temps, c'est un peu, il faut vraiment être formé et il faut vraiment être à la fois dans, c'est pas uniquement un process, hein, c'est à la fois une posture, c'est aussi des principes fondamentaux, hein, il y en a 6 fondamentaux, c'est les paradigmes, hein, un des paradigmes, c'est de se dire, ici, on va d'abord regarder ce qui fonctionne plutôt que ce qui dysfonctionne. C'est une démarche positive qui permet d'organiser les idées, les hommes et de favoriser le passage de la bêtise collective. Alors, on pourrait peut-être dire du pessimisme collectif au réalisme collectif. Ouais. Tout cela, dans le contexte actuel, fait du bien. Grand merci. Ben, je vous en prie. La réussite est un dénominateur commun afin de fédérer les équipes. En tout cas, les expériences sont fédératrices quand elles sont partagées. Ça, je peux vous assurer, maintenant, on ne fait plus d'analyse. Là, par exemple, on est en train d'intervenir dans une organisation. Un cabinet est venu faire une analyse et ils ont mis l'organisation par terre. Ils sont quasiment en dépression. On est venu la semaine dernière faire des focus group dans cette organisation. Je peux vous assurer, on avait 5 personnes par focus group. Ils venaient vraiment parce qu'on leur a demandé de venir. Hein. À la fin de ces focus group, ça a duré 3 heures. Les gens sont repartis avec de l'énergie, de l'optimisme et la volonté d'y aller. Pourquoi ? Parce que nous leur avons posé des questions appréciatives sur leur expérience de cette organisation à la meilleure de fonctionnement dans le passé, dans le futur, et on est allé chercher, au-delà de leur frustration, on est allé chercher leurs aspirations. Et là, on va commencer un projet pour redonner du vivant dans cette organisation. Absolument, chacun peut pratiquer à son niveau. Alors peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent d'ailleurs, hein, parce qu'on intervenez-vous auprès des politiques ou simplement des corporates. Alors, là, pour le coup, je ne sais pas ce que ça pourrait donner au niveau politique, au niveau national. Là, je suis très optimiste de nature, mais là, il y a des enjeux tellement considérables que quand vous êtes, moi j'aime beaucoup les débats politiques, quand vous regardez, je ne sais plus quel est le journaliste qui fait ça, demande ils sont 2 opposants et ils disent, par exemple, si c'est Pécresse contre, je sais pas, contre Mélenchon, mais on va demander, ils vont demander à Madame Pécresse, qu'est-ce que vous appréciez de Monsieur Mélenchon? Je peux vous assurer, ils sont tellement, comment dirais-je, ils sont tellement habiles qu'ils vont surtout pas donner une appréciation sur leur opposant. Par contre, cette approche a été utilisée dans des collectivités territoriales, locales, pour faire développer les endroits. Donc oui, ça c'est utilisable. Et moi j'ai aussi, au niveau des administrations publiques, nous formons beaucoup de personnes à cette approche, des coachs, notamment
Je me souviens d'un coach à Bercy qui a fait travailler l'ensemble des énarques de Bercy, démarche appréciative. Ouais. Peut-être un point, c'est qu'effectivement, si on parle des aspects télévisuels, c'est que ça nourrit extrêmement le biais négatif. C'est très facile de nourrir le biais négatif, hein, puisque c'est quelque chose qui nous tient et qui est émotionnellement très très fort. Souvent, l'appréciation est emplie de jugement. Est-ce que c'est compliqué de ne pas juger dans cette démarche? Je ne suis pas certain d'avoir complètement compris la question. C'est Benoît qui pose la question. Vous voulez bien la préciser? Ou peut-être mettre votre micro, peut-être ça sera plus facile par oral. Oui, bonjour, ça sera peut-être plus facile. Alors, c'est super intéressant, merci beaucoup. Mais on parle en fait d'appréciation. On va essayer d'apprécier, se focaliser. Mais souvent, dans l'appréciation, il y a une notion de jugement, parce que c'est souvent ce qu'on sous-entend. Mais là, je comprends qu'il ne faut surtout pas juger, et c'est ça qui est important aussi. Il faut plutôt être factuel, curieux, factuel et se projeter. Donc, du coup, comment on fait pour ne pas tomber du côté jugement de l'appréciation, mais vraiment d'être dans l'appréciation neutre? Alors, l'appréciation n'est pas neutre, justement. Alors, je vais peut-être vous donner un exemple avec un petit process, parce que j'ai vu dans le fil de conversation, quelque part, sur le feedback, on se focalise sur le négatif. Ou souvent sur le négatif. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un qui vient vous voir en disant Bernard, je peux te faire un feedback? La façon dont c'est dit n'encourage pas la personne à dire oui, bien sûr. Donc, pour faire du feedback, et je vais prendre votre question, Benoît, pour vous montrer comment est-ce qu'on nous faisons. On le fait en 3 étapes. Premier, c'est qu'est-ce que j'apprécie alors de la personne ou de la présentation que la personne a fait. Imaginez que vous avez une présentation qui est faite. La première chose que l'on fait intuitivement, et si on ne fait pas attention, c'est comme ça, c'est qu'on va tout de suite regarder la différence entre ce qu'on aurait aimé trouver dans la présentation et la présentation. On va tout de suite, c'est l'écart. Voilà, ça c'est mentalement, on est mécaniquement construit de cette façon-là. Donc, nous, on déconstruit ça en disant, on va lui dire à la personne qui a peut-être un écart, mais on va déjà lui dire, qu'est-ce que j'apprécie de ce que tu montres là? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui m'a stimulé, etc. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je te propose d'amplifier? C'est-à-dire, tu dis par exemple que ça a marché sur 20% de la population, c'est super. Ben, je te propose d'amplifier ça et de le faire pour la moitié de la population. Et on va passer au 3e A, qui est le A du manque. Sauf qu'on ne va pas lui dire qu'il y a un manque, mais déjà la personne aura été déjà préparée au fait que ce qu'elle a fait, c'est quand même sympa, c'était bien, intéressant, elle peut amplifier ça. Et en plus, et après, on peut lui dire, moi, ce que je te propose de rajouter, c'est ça. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va tout de suite au rajout. Et quand on va tout de suite au rajout, eh ben, on considère que la personne est un manque. Et en général, on n'aime pas trop recevoir de feedback quand les personnes viennent vous dire, est-ce que je peux te faire un feedback? Parce que ce n'est pas forcément dirigé vers une direction extrêmement positive. Donc, c'est la totalité. C'est la totalité qu'on prend. Oui, Gilles. Ouais, j'aurais envie de rajouter une chose sur ça, c'est que oui, l'appréciation est subjective en fait. La dépréciation aussi est subjective dans tous les cas de figure. Le choix de faire de l'appréciatif, c'est aussi de faire en sorte que la somme des appréciations subjectives, c'est ce qui permet de créer une histoire commune qui soit inspirante. Alors on peut s'inspirer sur du dépréciatif, hein, ça marche. La cohésion marche aussi sur du dépréciatif. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre? Ça, c'est la première question qui se pose sur ça. Et puis, sur la notion de jugement, moi j'aime beaucoup cet espace-là parce que on peut le voir du côté point rouge, le jugement, hein, c'est-à-dire la façon jugement de valeur sur les personnes, etc., etc. Mais on peut aussi le voir du côté vert, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte aussi, quels sont les bénéfices de pouvoir émettre un jugement et sous quelle forme on peut le produire. En fait, il y a différentes façons de juger. Donc, je vous laisse à la réflexion sur ça, mais je vous invite en tout cas à ne pas voir le jugement que du côté rouge. Il y a aussi des bénéfices à certaines formes de jugement. Voilà. Et d'ailleurs, on ne peut pas ne pas juger, hein, très clairement, le fait d'apprécier, effectivement, c'est une forme de jugement. Voilà. Sauf que c'est un jugement qui est associé à ce qui est important pour nous, à ce qui nous relie, à nos valeurs peut-être, à un projet. Voilà. Donc on va apprécier en fonction d'une optique ou d'une intention qui peut être partagée. Le jugement apporte l'effet miroir. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, Michel, mais souvent, effectivement, on juge ce qu'on se juge aussi nous-mêmes, effectivement. Ce que j'aime chez moi, c'est ce que j'aime chez les autres. Ce que j'aime pas chez les autres, c'est ce que j'aime pas chez moi. Ou j'ai pas encore appris à aimer. Karen, je ne sais pas où est-ce qu'on en est du timing. Bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter parce que clairement, on aimerait vous écouter encore longtemps parce que c'est très riche, c'est passionnant. Je vous invite en tout cas pour ceux qui
dont le sujet intéresse, évidemment, de lire le livre. Moi, je l'ai fait l'été dernier. J'ai beaucoup appris. De regarder également le site et puis pourquoi pas se former. Moi, j'ai cette démarche de me former en 2022 à la démarche appréciative parce que ça me parle beaucoup en fait en termes de posture. Je me reconnais un peu, je dois apprendre et progresser, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à regarder le site et à lire le livre si vous voulez en savoir plus. Et puis, n'hésitez pas peut-être à continuer les échanges et à contacter Bernard Tolec et Gilles Ovette. Donc, un grand merci pour votre intervention. C'était très riche et très interactif. Alors, je voulais surtout lancer… Oui. Karen, si les personnes veulent, elles peuvent télécharger sur notre site un document que vous trouverez sur la première page qui finalement, on pourrait dire que c'est un REX. Alors, c'est un REX particulier, mais c'est-à-dire ce qui s'est passé pour vous en 2021 et ce sur quoi vous focalisez votre attention sur 2022. Mais vous allez voir dans les questions qui sont posées, ce sont des questions que vous pouvez aussi utiliser dans votre travail au quotidien. Donc, si vous voulez le télécharger, il y a à peu près 22 pages sur le sujet, donc soyez les bienvenus. Déjà, un grand merci à vous, Bernard et Gilles, d'avoir participé à notre Hub Conduite du Changement. C'était vraiment précieux d'entendre votre expérience et surtout d'apporter un nouveau souffle sur la conduite du changement.